Un bon officier de sécurité, c'est quelqu'un qui est discret. C'est quelqu'un qui sait se tenir. C'est-à-dire que ça peut être très grisant. Vous êtes gardien de la paix, commissaire, officier. Vous avez une vie tout à fait normale. Et tout d'un coup, vous allez être à côté d'un ministre, d'un président de la République. Et cette personne peut être extrêmement amicale. Vous êtes dans son environnement très proche. Et c'est très facile de perdre pied, d'oublier qu'on est policier, qu'on est dans une hiérarchie, et que surtout, on ne fait pas partie de l'équipe de la personnalité. La personnalité, on n'est pas à son service, c'est la République qui nous demande de la protéger. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre de François Bargel, commissaire de police au sein du SDLP, le service de la protection. Ce service de la police nationale est en charge de la sécurité et de la protection rapprochée de personnalités menacées ainsi que des hôtes étrangers, notamment lors des sommets internationaux. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à la Direction Générale de la Police Nationale avec le commissaire de police François Bargel. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, donc François Bargel, je suis commissaire de police au service de la protection. Donc je suis le chef de la division des missions temporaires, c'est-à-dire que je suis en charge de la protection des dignitaires étrangers et des missions que le ministre de l'Intérieur nous donne de manière ponctuelle sur tout le territoire national. D'accord. C'est quoi votre parcours ? Le parcours police ? Votre parcours professionnel ? D'accord. Le parcours police, donc je suis entré à l'école nationale supérieure de la police en 2009. En 2011, je suis sorti d'école à Montpellier en tant que adjoint au chef du service de sécurité de proximité. Donc c'était toutes les unités en tenue, les BAC et l'urgence judiciaire. Donc j'ai appris le métier de police secours, de traitement judiciaire des petits délits, etc. Le maintien de l'ordre pendant 2 ans. Et après, on m'a appelé pour rejoindre Nice et devenir chef du service d'ordre public. Et donc là, être en charge de tous les maintiens de l'ordre, la gestion des gros événements, l'antidélinquance. Donc j'avais une grosse unité avec le service dans l'ensemble faisait 730 effectifs. Et on avait du maintien de l'ordre, des unités comme les BAC, des unités canines. Et on travaillait sur le maintien de l'ordre, l'antidélinquance. On faisait des renforts à Monaco également, parce que la police monégasque a de temps en temps besoin de soutien. Et au bout de 4 ans et demi, j'ai été appelé pour rejoindre le SDLP, service de la protection, parce qu'ils avaient vu que je savais gérer un petit peu les sommets. Et on m'a affecté au bureau de coordination des dispositifs opérationnels en tant que chef. Et c'est une unité du SDLP qui est en charge de la gestion des grands événements, tous les sommets. Et donc j'ai eu la chance de participer à l'organisation et à la sécurisation de tous les gros sommets depuis 2017. D'accord. Ouais, c'est très intéressant à faire, à voir. C'est extrêmement stimulant intellectuellement. On rencontre des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir dans sa carrière normale de policier dans la rue. Parce que moi, effectivement, j'étais tout le temps sur le terrain. Alors, les personnes les plus importantes que je voyais, c'était le préfet, le maire de la ville, qui pour moi étaient des autorités extrêmement importantes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un niveau qui est le niveau international, où ces autorités-là, qui sont des autorités réelles en France, passent un petit peu au second plan face à l'arrivée de présidents comme le président américain ou le président russe, et qu'il y a des moyens spécifiques qui sont très techniques. Il y a des conditions, je dirais, matérielles qu'on doit comprendre pour pouvoir réaliser la mission. Et effectivement, moi je suis très axé sécurité, mais je dois m'adapter au concept médiatique, parce que une visite d'un chef d'État, c'est aussi médiatique. Je dois m'adapter au protocole, parce qu'il faut travailler avec les militaires sur les honneurs militaires. Il faut travailler avec les services de santé. Assez basiquement, un président, ça ne se déplace pas sans soutien médical, même s'il n'est pas malade. Vous avez aussi maintenant toute une problématique qui est intéressante, c'est qu'à l'heure actuelle, on parle des drones,
Donc c'est génial, tout le monde a son petit drone, on fait des photos de la famille, de la propriété, mais pour nous c'est un enjeu. Et c'était un enjeu que moi je voyais à mon niveau à Nice sur, par exemple, un match de foot, le risque qu'un drone s'écrase dans la foule puisse blesser des gens. Mais ça peut être aussi, et on l'a vu sur des théâtres d'opérations extérieures, ou même dans d'autres pays sur des choses qui sont liées au grand banditisme, ça peut être une menace. Et donc la question c'est comment on le traite. Et là on travaille avec les militaires, on travaille avec la gendarmerie, on travaille avec d'autres pays pour savoir quelles sont les bonnes pratiques. Et donc c'est très intéressant pour moi, ça me permet de m'enrichir intellectuellement et professionnellement, et ça me permet aussi de travailler dans un environnement international. Et comme avec mes études, je suis parti beaucoup à l'étranger aussi, c'est une facilité pour moi. D'accord. Le SDLP, concrètement, c'est quoi et quelles sont les missions ? Alors le SDLP, c'est un service spécialisé de la police nationale qui dépend du directeur général de la police nationale, M. Vaux. Nous avons en gros une mission de protection. La police, c'est là pour protéger la population. Nous, on a une mission spécifique de protection des personnes. Et on a une expertise que nous, on appelle la protection à 360 degrés. C'est-à-dire que le SDLP a 1400 personnels. Ces 1400 personnels ont chacun une expertise qui permet à la fois de sécuriser le bâtimentaire. On est en charge de la protection des bâtiments du ministère de l'Intérieur sur Paris. On a une vraie expertise sur la sûreté bâtimentaire. On a des spécialistes du contrôle d'accès, etc., un petit peu comme dans un aéroport. Et c'est l'équivalent en fait de la garde républicaine côté police nationale. On fait les honneurs militaires également. On est le porte-drapeau de la police nationale. Quand vous voyez des policiers défiler au 14 juillet, le premier paquet que vous voyez avec le drapeau de la police nationale, en grande tenue, c'est des policiers du SDLP. Donc ça, c'est la première mission, protection bâtimentaire et expertise sur la sûreté bâtimentaire. On est capable d'aller voir un bâtiment et de dire, il y a une faille là, il y a une faille là. Comment on fait pour colmater ces brèches-là potentielles ? On a une deuxième branche, qui est la branche ressources et moyens mobiles, qui est une branche qui s'occupe à la fois de notre RH, donc là, ce n'est pas vraiment de la protection, mais pour protéger les gens, il faut avoir une RH qui gère les personnels. Mais elle gère les moyens mobiles, donc les véhicules et la sécurisation des véhicules. Les véhicules blindés, le fait d'être sûr que le véhicule n'est pas piégé, à la fois au niveau auditif ou même d'explosifs, par exemple. Et on a la sous-direction de la protection des personnes à laquelle j'appartiens, où là, on est en charge de la protection physique des personnes sur le territoire national. Alors, il y a l'image d'Épinal, on est avec uniquement des grands chefs d'État, il ne se passe jamais rien, etc. Mais ce n'est pas ça. C'est en partie ça, parce qu'on doit effectivement protéger les membres du gouvernement, les chefs d'État et de gouvernement étrangers. Donc c'est un environnement qui est certes extrêmement protégé, mais on doit assurer cette mission-là. Mais il y a tout un pan qui est méconnu, qui est la protection des personnes réellement menacées dans leur quotidien et qui n'ont pas l'appareil d'État autour d'eux. Et donc c'est extrêmement sensible, parce qu'effectivement, un ministre, il est dans un environnement qui est très cadré. Et il sait qu'en devenant ministre, il a tout un appareil, tout un staff autour de lui. Alors qu'une personne qui est menacée pour ses convictions politiques, religieuses, ou même pour quelque raison que ce soit, par exemple une jeune adolescente, elle va se retrouver avec des officiers de sécurité qui ont été très bien formés, qui ont eu par exemple une expérience avec un Premier ministre, donc qui ont eu une habitude d'être en costume, cravate, etc., et qui doivent changer leur méthode de travail pour travailler un petit peu undercover, comme disent les Américains, travailler de manière très discrète, parce que notre but, pour assurer la sécurité, c'est d'être le moins vu possible, quand on est sur des gens comme ça qui sont de la société civile. La meilleure protection, c'est l'anonymat. Et donc, on doit réformer notre méthode de travail, on doit travailler un petit peu comme des BRI qui font de la filature, ou comme des agents de la DGSI qui font de la contre-filature. On travaille comme ça pour scanner en fait notre environnement, s'assurer que c'est clair et pouvoir se déplacer avec la personnalité. Et on doit expliquer à une personnalité comme ça qui n'avait jamais envisagé d'être protégée,
voilà, il va falloir faire attention à ce que vous dites à vos réseaux sociaux, à votre montre, vous faites du footing, elle est géolocalisée, vous diffusez pas vos perfs. Voilà, des petites choses comme ça, et on doit s'acclimater à la personnalité, et la personnalité doit comprendre pourquoi on le fait, et c'est à nous de l'expliquer, et d'être pédagogue. Qui décide qu'une personne devienne une personnalité à protéger? C'est le ministre de l'Intérieur. Donc c'est une décision du ministre de l'Intérieur. Alors il est aidé en cela par l'unité de coordination de lutte antiterroriste, qui est une unité de la DGSI, qui fait des évaluations. Et donc en fonction de l'évaluation de la menace, le choix appartient au ministre de l'Intérieur pour lancer une mesure de protection. Et c'est lié que à des affaires terroristes ou pas forcément? Alors c'est le ministre qui décide. Il peut y avoir des cas où c'est lié au terrorisme. Il peut y avoir aussi des cas qui peuvent être liés au grand banditisme. C'est plus rare, mais qui peuvent être aussi liés à de l'ordre public. C'est-à-dire qu'on a eu des cas qui sont sortis dans la presse, de professeurs qui étaient menacés à Grenoble. Et c'était pas du terrorisme, il y avait une telle tension qu'il y avait un risque physique pour ces personnes, mais qui était lié plus à des débats d'idées au sein d'une université qu'à une menace terroriste propre. Donc nous, en fait, on ne choisit pas la mission, on nous donne la mission et on l'accomplit. Comment on rentre au SDLP? C'est quoi la marche à suivre pour un fonctionnaire de police pour rentrer dans ce service? Alors, vous l'avez dit, il faut être fonctionnaire de police, parce que le seul service qui fait de la protection au niveau national, et dont c'est la spécialité, c'est le SDLP. Donc vous avez deux grandes manières de rentrer au SDLP. Vous êtes policier sorti d'école, vous pouvez intégrer en sortie d'école la sous-direction de la sûreté et intégrer la branche protection bâtimentaire. Et après, vous pouvez, si vous avez des compétences et si vous vous donnez les moyens de réussir et que vous vous battez pour passer les tests, là vous pourrez peut-être intégrer soit la sous-direction de la protection des personnes en tant que conducteur de sécurité, donc ça c'est un premier métier chez nous, soit passer les tests d'officier de sécurité, qui est le deuxième métier chez nous, pour intégrer. Et donc ça, il faut avoir TITU plus 2, c'est le minimum, comme on dit. Donc, donc comme je vous le disais, la deuxième façon d'entrer, c'est de postuler directement à la sous-direction de la protection des personnes. Donc il y a un appel à candidature au niveau national, il y a un examen des dossiers, et après il y a une semaine d'épreuves, après des tests médicaux bien entendu, il y a une semaine d'épreuves assez intense, avec plus de 23 épreuves successives, qui testent à la fois le physique, le mental, la sociabilité. Parce que c'est pas simple d'être toujours coincé avec la même personne dans des environnements, avec des phases d'attente. Donc on teste les compétences linguistiques, on teste les compétences informatiques, parce que comme pour le RAID, le RAID, on se dit toujours qu'il faut être une bête au niveau physique, mais en fait, une bête au niveau physique qui n'a pas de cerveau, ça ne sert à rien. C'est pareil pour nous, il faut avoir un physique, mais il faut être capable d'anticiper, de réfléchir, et d'être capable de rester en éveil malgré l'absence apparente de danger. Et donc c'est un profil spécifique qu'on cherche, parce qu'effectivement, quelqu'un qui est très musclé mais qui est incapable de rester concentré ou de gérer son éventuel ennui posera problème sur nos missions. Vous parlez du RAID, on a eu l'occasion d'inviter le RAID dans ce podcast. Il nous parlait d'une partie de leur mission qui consistait aussi à faire de la protection de personnalités. C'est vrai. C'est quoi les différences avec le SDLP ? Alors, le RAID et le SDLP travaillent en commun. On part ensemble à l'étranger pour protéger des ambassadeurs dans des pays sensibles. On le faisait à Kaboul, on le fait actuellement au Liban. Donc, on est des frères d'armes à l'étranger. On a énormément de personnel du SDLP qui ont intégré le RAID ou des gars du RAID qui ont intégré le SDLP. Donc, et d'autant plus que le chef actuel du RAID, Jean-Baptiste Dulion, était à mon poste avant d'intégrer le RAID. Et c'est le cas de plusieurs officiers, de plusieurs commissaires et de beaucoup de gardiens de la paix qui sont... c'est un milieu, entre guillemets, où tout le monde se connaît et où certains profils se croisent, travaillent ensemble de manière régulière.
Et donc déjà on travaille donc, au quotidien au Liban, on est ensemble. On était ensemble en Afghanistan. Là, en France, le RAID vient en soutien du SDLP sur certaines missions. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une fonction très spécifique dans le dispositif de sécurité. Ils viennent renforcer, par exemple, le groupe du président de la République ou le groupe du Premier ministre sur des déplacements. Donc, ils ont un rôle spécifique dans le cortège. Ils ont aussi une plus-value parce qu'ils ont des spécialistes. Ils ont des spécialistes au niveau des minages, donc avec les chiens, etc. Ils ont des spécialistes au niveau tireur point haut. Nous aussi, on en a. Mais d'un point de vue pratique, le gars de chez nous qui est tireur point haut, il est aussi officier de sécurité. Donc on préfère d'abord mettre nos officiers de sécurité sur la mission d'officier de sécurité et laisser le métier tireur point haut à nos camarades du RAID dont l'expertise n'est pas du tout... c'est pas possible de la remettre en cause. C'est leur métier. Eux, ils s'entraînent tous les jours là-dessus. Nous, nos gars, ils sont à la fois tireur point haut et en même temps officier de sécurité. Donc chacun voit midi à sa porte. Nous, on a besoin d'eux en soutien. Et on travaille très régulièrement, notamment sur les sommets. Et ils sont venus en renfort, et on les remercie. Dans le cadre du procès Charlie Hebdo, ils nous ont donné un coup de main, parce que vu l'augmentation des missions qu'on avait, nos effectifs n'ont pas suffi pendant un temps pour assumer toutes les missions qu'on nous a données. Et donc le chef du RAID, qui n'a pas oublié qu'il était passé parmi nous, nous a donné un grand coup de main et on les remercie. Justement, avec l'augmentation des phénomènes type attentat, tuerie de masse aussi, et du coup tous les procès qui vont derrière, vous avez beaucoup plus de boulot qu'avant, ou il y a plus de missions ou pas forcément? Alors, moi je peux parler de ce que je connais, c'est-à-dire que je suis arrivé en 2017. En 2017, les grosses vagues d'attentats étaient passées, fort heureusement, mais on a eu effectivement, à l'occasion des procès, de nouvelles attaques de loups solitaires, etc. Et à chaque fois, on constate, et ça c'est mécanique, qu'une attaque terroriste entraîne une surexposition médiatique de certaines personnes qui, de surcroît, entraîne plus de protection et des procès qui également entraînent des protections. C'est un effet un peu domino. Et donc effectivement, pour avoir parlé à ceux qui ont vécu les attentats de 2015, il y a eu une vague énorme de missions. Et à l'heure actuelle, le service de la protection assure 150 missions par jour de protection. Et donc effectivement, c'est beaucoup de boulot et on a des gens très motivés et très expérimentés pour assumer l'ensemble de ces missions. Et donc ça peut monter à 180 parce qu'il y a un sommet. Voilà. Et donc il faut être capable de rehausser son niveau de jeu de manière régulière. D'accord. C'est quoi les qualités requises pour entrer dans ce service? Il y a les épreuves à passer, donc il faut être assez bon en sport, mais quoi d'autre après? Alors, un bon officier de sécurité, c'est quelqu'un qui est discret. C'est quelqu'un qui sait se tenir. C'est-à-dire que ça peut être très grisant. Vous êtes gardien de la paix, commissaire, officier. Vous avez une vie tout à fait normale. Et tout d'un coup, vous allez être à côté d'un ministre, d'un président de la République. Et cette personne peut être extrêmement amicale. Vous êtes dans son environnement très proche. Et c'est très facile de perdre pied, d'oublier qu'on est policier, qu'on est dans une hiérarchie, et que surtout, on ne fait pas partie de l'équipe de la personnalité. La personnalité, on n'est pas à son service, c'est la République qui nous demande de la protéger. Et il faut toujours garder ça à l'esprit pour rester performant. Si on commence à prendre parti, même intellectuellement, pour sa personnalité, parce que effectivement c'est un peu le syndrome de Stockholm, vous êtes toujours avec elle, ce qu'elle dit c'est vrai, et son bien-être, entre guillemets, c'est le plus important, parce qu'on vous a assigné la mission. Ça c'est le syndrome de Stockholm. Si vous commencez à prendre parti pour votre personnalité, ou à penser en termes plus humains que professionnels, et vous perdez le fil et vous n'êtes pas bon en protection. Parce qu'à un moment, il va falloir dire non à la personnalité. Parce que là, c'est trop dangereux. Ou là, monsieur, je vous déconseille de le faire. Et il faut être capable de dire non. Et c'est très difficile de dire non à quelqu'un qui a un pouvoir, en plus symbolique. La police a mis à disposition des policiers pour la protéger. Cette personne, elle peut avoir le numéro du président de la République, et ça nous arrive souvent,
de le constater sur son téléphone, et elle peut appeler si elle n'est pas contente. Et donc c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou de vécu particulier de voie publique, de résister à cette forme de pression sociale ou morale en disant bah, ça se passe quand même mieux avec les autres. Hein. Donc voilà, il faut être capable de faire face à ça, et être capable d'encaisser des petites rebuffades, et d'être capable d'aller au conflit quand même, avec toutes les formes de respect qu'il faut, pour faire respecter les fondamentaux de la sécurité. Parce que nous, on est des spécialistes de sécurité, on n'est pas des majordomes, on n'est pas quelqu'un pour ouvrir la porte. On doit rester, et on n'est pas un membre de l'équipe. On doit tout faire en sorte que la personnalité, elle puisse vivre de la manière la plus simple et la plus fonctionnelle possible pour elle, avec l'environnement social, l'environnement médiatique, etc. Mais nous, notre métier, c'est la sécurité. Et donc, on ne doit pas se tromper sur quel est notre rôle et sur quelle est notre place, parce qu'on est remplaçable. Donc ça, c'est le premier truc, c'est savoir garder les pieds sur terre et ne pas se laisser embarquer dans le syndrome de Stockholm. Il faut être capable aussi de faire face à des situations d'attente. C'est pour ça que les gens des groupes d'intervention ou les gens qui ont été notamment en maintien de l'ordre nous intéressent, parce que c'est des gens qui connaissent les phases d'attente longues et où il faut rester vigilant et performant. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui n'est pas capable, un ministre ou une personnalité rentre en réunion pendant 3 heures, faut pas rester comme ça, assis sur sa chaise et attendre. Il faut scanner l'environnement, il faut faire des coups de sécurité avec son équipe sur les extérieurs pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui se trame. Et donc, il faut être actif, il faut être proactif, et donc il faut être capable de s'auto-motiver et de s'auto-alimenter, entre guillemets, en activité, pour continuer à faire son métier, à rester un professionnel. Donc c'est 2 choses très importantes pour moi. Et après, c'est aussi un point tout simple, hein. La police, c'est un sport d'équipe. Donc comme c'est un sport d'équipe, les règles classiques de la police, l'entraide, la discussion, le fait de rendre compte pour poser des questions, pour ne pas faire de bêtises, il faut savoir faire ça pour être bon. Et donc ne jamais, entre guillemets, se dire « bon, c'est moi qui décide, je suis tout seul et ne pas prendre le stress, en fait. Le stress de la personnalité, c'est pas notre stress. La personnalité, elle est partie en retard, c'est pas notre boulot de faire en sorte qu'elle arrive à l'heure. Notre boulot, c'est qu'elle arrive en sécurité et qu'on ne se plante pas en voiture, par exemple, parce que la personnalité, elle avait une réunion, elle est partie 45 minutes en retard, c'est son problème. Le risque qu'on prendrait en brûlant les feux ou en faisant n'importe quoi, et en arrivant trop vite sans avoir vérifié qu'il n'y a pas de danger sur la zone où on va déposer, parce qu'on a pris la pression, et ça, ce serait la plus grave faute professionnelle qu'on pourrait faire. Donc il faut être capable de gérer un petit peu ce stress-là qui est induit par la personnalité, potentiellement. Et c'est pour ça qu'on aime avoir des gens qui ont un vécu de voie publique, parce que effectivement, quand vous avez été sur des attaques terroristes, quand vous avez été sur des incendies, sur des flingages, etc., je suis en retard, je suis parti trop tard, il faut absolument que j'arrive. Oui, c'est une urgence relative. Il faut qu'on le conceptualise comme ça. Vous parliez d'autorité, le fait de rester à sa place, mais est-ce que ce policier a une autorité même sur le ministre, du moment qu'il s'agit de sa sécurité? Est-ce qu'il peut lui donner des ordres, entre guillemets, lui dire maintenant vous m'obéissez, vous faites ça? Alors je vois où vous voulez en venir. Il y a un grand mythe au sein de la police nationale, mais au sein de la société française, c'est le Secret Service américain, il peut donner des ordres au président américain. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai entendu tout le temps en disant, c'est quand même les Américains, eux, ils savent ce que c'est la sécurité, tout ça, bon, pourquoi pas. J'en ai discuté, j'ai eu la chance de faire la protection du président Trump en 2019, et pour discuter avec mes camarades américains, on est un peu tous soumis quand même aux aléas de la décision de la personnalité politique influente. Donc la réalité, c'est que si le président américain vous dit « je vais aller là-bas », vous pouvez sans doute lui dire « on va peut-être prendre un quart d'heure pour sécuriser », mais vous ne pouvez pas lui dire « non monsieur, vous n'irez pas ». C'est pas comme ça que ça marche. Donc à moins qu'il y ait une attaque imminente et qu'on ait des vraies informations. Mais quand on a une personnalité qui a ce niveau-là de responsabilité et ce niveau-là de pouvoir,
la réponse non n'est pas suffisante. Si vous dites non tout court, ça ne marchera pas. Et c'est pareil en France. C'est-à-dire que, par contre, s'il se passe quelque chose de grave, effectivement, c'est monsieur couchez-vous. En fait, on ne va pas lui demander de se coucher, on va le coucher. Et on va le jeter dans la voiture parce que c'est notre boulot. Mais ça, on lui aura expliqué bien avant. Un jour, monsieur, ça risque d'arriver. On va vous plier en deux. On va se coucher dans la voiture. Il va se passer ça. Avec certaines personnalités, on le joue, même pour qu'elles se rendent compte de ce que c'est. On va sur un stand de tir, on leur montre ce qui va se passer. Parce que c'est important. Ça n'arrivera sans doute jamais si nous, on a bien fait notre boulot, si on a bien fait notre travail d'organisation et de sécurisation. Mais ça peut toujours arriver. Et quand ça arrivera, effectivement, on donnera des ordres à la personnalité, couche-toi, machin, etc. Mais dans la réalité, sur un environnement sécurisé ou sur un planning où il dit je veux aller dans un café, on peut lui dire monsieur, on pense que c'est pas une bonne idée. Si vous dites on va y aller, on va y aller monsieur, mais on va prendre un petit quart d'heure pour faire un coup de sécurité, etc. Mettre des mesures, je dirais, périphériques pour assurer la sécurité. Et on ira. Voilà, parce que alors là je parle de personnalités qui sont au plus haut niveau de l'État. Hein, je ne parle pas d'un kidam moyen qui me dit je veux aller en Syrie parce que je veux aller en Syrie. Nous on lui dira non, c'est pas de l'intérêt supérieur de l'État que vous alliez en Syrie pour faire un journal. Vous risquez votre vie, vous risquez la vie des policiers, il y a un moment où on dira stop. Et ça c'est mon rôle moi de commissaire, de dire non. Parce que voilà, mais si c'est l'intérêt de l'État et si c'est des représentants, je dirais, de l'État, il y a un moment, il va bien falloir y aller parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation. Donc on ira. Mais on le fera à nos conditions, avec des mesures complémentaires, avec l'appui du RAID, avec l'appui des militaires, etc. Je suppose qu'il vous arrive de travailler, un agent doit travailler aussi avec d'autres agents de sécurité privée. Si par exemple la personnalité a déjà son entourage ça peut arriver ça ? Alors, on va être très clair. Nous, si on prend une mission de sécurité, c'est nous qui l'assumons. C'est-à-dire que s'il y a de la sécurité privée, c'était bien, c'était avant. C'est-à-dire qu'ils peuvent être redispatchés sur une autre mission, périphérique, mais ils ne feront plus de protection rapprochée. Chacun son boulot. Si nous, on est saisis et si l'État se saisit de la protection de quelqu'un, on ne peut pas se permettre d'avoir un privé qui n'est pas entraîné comme nous, qui n'a pas les mêmes réflexes que nous et qui n'a pas les mêmes procédures que nous, de se mettre dans nos dispositifs. C'est un risque opérationnel qu'on prendrait avec des risques de tyrannie. C'est comme certaines personnalités, avant d'être protégées, avaient des ports d'armes pour se protéger, des ports d'armes légaux, hein, pas de difficulté. Mais par contre, quand on rentre dans la danse, on leur dit, voilà, monsieur, à partir de maintenant, votre protection, c'est nous. Donc vous n'avez pas à porter d'armes. Sinon, en fait, votre boulot, c'est de vous coucher. Quand nous, on vous dit de vous coucher, et de courir quand on vous dit de courir. C'est pas de sortir votre arme et de tirer dans le dos du policier qui est censé vous protéger. Parce qu'on ne sait pas ce que vous ferez sous stress. Ou de tirer dans la tête d'un enfant à côté. Et donc, on a eu quelques frictions avec certaines personnalités qui revendiquaient un statut en disant j'ai le droit d'avoir mon arme. Et on dit si vous voulez garder votre arme, vous n'avez pas de sécurité. La police ne fera pas la sécurité. C'est soit vous faites la sécurité vous-même, soit la police assure votre sécurité, vous n'avez pas à porter d'armes. Voilà, c'est ça la philosophie. Après, on peut avoir effectivement, dans le cadre de campagne présidentielle, une coopération. Ça, c'est pas parce qu'il y a toujours un service d'ordre, par exemple d'un parti, ou un service d'ordre pour un événement particulier. C'est-à-dire que quand on va sur un stade de foot, basiquement un stade de foot, je vais parler de quelque chose que je connais, l'OGC Nice, l'Alliance Riviera, si une personnalité protégée vient à l'Alliance Riviera, voir l'OGC Nice, on va prévenir la police locale pour qu'ils soient au courant, qu'ils sachent qu'on arrive, qu'on est armé. On va être en contact avec le responsable de la sécurité du club. On va lui dire, on va venir avec tant d'officiers de sécurité et on va se caler sur un cheminement. Et ce cheminement, par exemple, peut être tenu par des agents de sécurité privés de l'OGC Nice. Ça, c'est possible. Mais c'est de la coopération, c'est pas de la protection. La protection rapprochée, ce sera nous. Eux, ils feront la gestion des flux, la sécurisation des accès. Ça, c'est possible. Mais il ne faut pas qu'on mélange les genres. Et si on mélange les genres, ça pose problème et il y a des affaires judiciaires qui l'ont démontré. D'accord. Le métier de policier, globalement, est quand même un métier à risque. On le voit avec, malheureusement, des événements qui le démontrent.
on a l'impression de l'extérieur, et peut-être que vous allez le confirmer, que cette spécialité-là a l'air encore plus risquée, puisque vous êtes avec des gens qui vont être susceptibles d'être des victimes, des cibles. Est-ce qu'il existe une prime de risque pour les membres du SDLP, par exemple, ou est-ce qu'il y a des choses qui viennent Alors, quand on rentre dans la police, on accepte de voir son intégrité physique potentiellement touchée, voire même de perdre la vie. À l'heure actuelle, la police nationale, c'est entre 10 et 15% de blessés à l'instant T. Et c'est pas parce que... et donc ça prouve l'engagement physique de tous les policiers dans toutes les missions de la police nationale pour protéger la population. Nous, service de la protection, en sens strict, je n'irais pas dire qu'on est forcément les plus menacés ou les plus en danger, parce qu'on est aussi beaucoup plus entraînés. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir été sélectionné, d'avoir de l'armement, de l'équipement, et de, entre guillemets, vous voyez, un policier de voie publique, il ne choisit pas son combat. Le combat, il vient à lui. Il a l'appel 17, il ne sait pas sur quoi il va. Et moi, je le sais, je l'ai vécu, j'ai fait ça 10 ans. Et donc, il va devoir arriver à l'instant T, il va devoir hausser son niveau de jeu en quelques secondes. C'est-à-dire que il arrive, il pense que c'est une bagarre, une bagarre, et il va tomber sur un mec armé. Et là, ça va se jouer en un claquement de doigts. Nous, service de la protection, en fonction de la mission qu'on a, parce que comme je vous l'ai expliqué, on a plusieurs missions différentes. Quand on est avec un président de la République, on est le dernier carré. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut arriver un truc très grave, mais tout notre travail, c'est 90% d'organisation, c'est de mettre en place des mesures périphériques pour qu'il n'arrive rien jusqu'à notre personnalité. Donc on doit être capable de réagir très rapidement, d'être capable de traiter une menace, mais effectivement, la menace en tant que telle, la probabilité d'être blessé physiquement, nous, par rapport à un collègue de voie publique, est peut-être un peu moindre. Mais, je dirais statistiquement. Mais par contre, effectivement, nous, on peut avoir des choses beaucoup plus graves d'un coup. Ça, Donc la notion de prime, c'est une réflexion qu'il y a au sein de la DGPN pour voir si, à terme, c'est quelque chose qui pourrait être fait. Il y a une forme de... Le fait qu'on fasse beaucoup d'heures et que les heures supplémentaires soient payées entraîne que les policiers du SDLP sont mieux payés que les policiers de voie publique qui ont moins d'heures supplémentaires. Donc ce n'est pas une prime au sens strict, mais il y a quand même un avantage financier réel à être au SDLP. D'accord. Oui, parce que les missions peuvent être assez longues et voilà, comme je l'expliquais, on a beaucoup de phases d'attente et on a des journées très longues. On récupère une personnalité à 7h, on finit à minuit. Bon, ce n'est pas les horaires d'un fonctionnaire de bureau. Donc ça fait des heures sup et le gouvernement a décidé de payer les heures sup. Donc il y a une contrepartie financière. D'accord. C'est quand même assez compliqué à gérer, non, au niveau vie de famille, comparé à d'autres spécialités au sein de la police? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mesure du possible, on a un régime de travail qui est certes intense, mais qui est très favorable aux effectifs en termes de vie de famille. C'est-à-dire qu'on travaille une semaine et on est en repos la deuxième semaine du fait du nombre d'heures supplémentaires qu'on a crédité. Donc ça, c'est le système normal. C'est une semaine de travail, une semaine de repos. Donc il y en a beaucoup qui trouvent un intérêt personnel et familial, parce que sur la deuxième semaine, s'ils ne sont pas rappelés, ils peuvent s'occuper de leurs enfants. Et ça, c'est une vraie chance. Par contre, il est vrai que dans des périodes de crise majeure que peut connaître la République, ce système-là n'est pas pérenne. C'est-à-dire qu'on va rappeler sur la deuxième semaine. On va laisser 1 ou 2 jours de repos et après on va dire tu reprends ta mission. Et donc là, effectivement, c'est des périodes longues et dures parce qu'il y a un gros volume d'heures. Donc, c'est comme toute activité police. C'est-à-dire que dans l'absolu, c'est un métier exigeant. C'est un très beau métier. Et moi, honnêtement, j'en changerais pour rien au monde. Mais il peut y avoir des coups de bourre. Et quand il y a ces coups de bourre, oui, effectivement, c'est dur familialement, c'est dur physiquement. Parce que même s'il ne se passe rien, vous avez... si vous faites 12 heures d'affilée pendant 7 jours d'affilée, voire même 10 jours, parce qu'on peut aller jusqu'à 11 jours désormais avec la réforme du temps de travail, à la fin du 11e jour, ça pique un peu. Ça tire un peu. Voilà.
Une dernière question pour terminer cet entretien qu'on pose à tous nos invités. Quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui aimerait se lancer dans cette spécialité ? Il faut le faire. En fait, c'est comme les tests du RAID. Je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo du RAID en disant pourquoi pas vous. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le SDLP, ça fait peur. On se dit ça va être compliqué, il y a une semaine de tests. Et d'ailleurs, on a réformé les tests l'année dernière et on a fait ces 23 épreuves successives, etc. Et on a vu, après la première session, qu'il y avait plus de gens qui postulaient sur les tests de conducteur de sécurité, c'est-à-dire le premier niveau, qu'officier de sécurité, parce qu'ils se sont dit ouais, ça a l'air quand même dur, là, ça a l'air quand même dur. Et en fait, c'est effectivement très exigeant, mais avec de la préparation et en se renseignant et en ayant un programme un peu spécifique de préparation, c'est loin d'être inatteignable. Et encore une fois, on ne demande pas à tout le monde d'être des athlètes de haut niveau. On demande d'avoir un niveau moyen et c'est nous qui vous montons au niveau supérieur parce qu'on a plus de 6 semaines d'entraînement, de la formation continue, etc. Donc il faut être capable de se motiver et surtout, en fait, le vrai conseil que je dois donner, c'est contactez-nous. C'est-à-dire que nous, on reçoit tous ceux qui veulent se présenter et on explique un petit peu comment se préparer et on fait un petit point sur ce que ça représente parce que c'est bien d'avoir les tests, c'est mieux d'être heureux au service. Et donc, voilà, se dire, c'est pas le tout d'avoir les tests, mais c'est quoi le métier ? Parce qu'il y en a qui arrivent, qui ont effectivement un très gros physique, etc., mais qui sont un peu déçus d'avoir pas assez d'action parce qu'ils n'ont pas eu assez de vécu de voie publique. Donc, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Bien se préparer. Nous, on peut vous aider à vous expliquer comment vous préparer. Et après, c'est un très beau métier. Super. Merci pour cet échange et toutes ces informations. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.